Bonjour. Nous allons donc continuer cet enseignement sur l'hypersensibilité ou la médiumnité du côté cognitif, parce que c'est l'hypersensibilité la plus difficile à perdre. En réalité, que ce soit la médiumnité affective ou cognitive, on ne peut jamais complètement la perdre. On la perd à 95% peut-être, mais il reste toujours un petit reliquat. Mais qui n'est pas un inconvénient parce que l'ordre de finalité est rétabli et on peut vivre sans difficulté et sans non plus être la cible des attaques du démon. Donc lorsqu'il s'agit de la médiumnité cognitive, il s'agit pour la perte de développer la vie de l'intelligence en faisant des efforts pour être présent au réel sans se concentrer. Il ne s'agit pas, pour perdre la médiumnité cognitive, de dire eh bien, pour être sûr d'être présent au réel, je vais rechercher à être conscient que je suis présent. Ceci est mauvais parce que cela ramène à l'immanence qui est médiumnique. La présence au réel ne vise pas la conscience d'être là, mais simplement l'attention à la réalité existante. Et donc je disais qu'il y a 7 lieux où la médiumnité cognitive peut se réenclencher, se remettre en route sans que l'on s'en aperçoive. Le premier lieu, ce sont les activités quotidiennes répétitives. Par exemple, pour les dames, tous les jours elles font le ménage, tous les jours elles font un peu de cuisine, elles font les courses, elles font la vaisselle, etc. Toutes choses qui sont des activités que la personne connaît tellement par cœur qu'elle n'est pas mobilisée dans son esprit. Et en même temps, par exemple, qu'elle fait la cuisine, elle va dire « Ah oui, il ne faut pas que j'oublie de téléphoner à telle personne, je voulais le faire hier, j'ai encore oublié, et puis il faut que j'achète de la moutarde. » Bref, elle n'est plus présente du tout à ce qu'elle fait parce qu'elle pense à autre chose. Et la voilà repartie dans son hypersensibilité, et puisqu'il s'agit d'un habitus, elle la redéveloppe. Donc maintenant, dans les activités quotidiennes, ordinaires, répétitives, on va faire l'effort d'être présent à ce qu'on fait. On balaye par terre, on regarde ce que l'on balaye. C'est pas très drôle de faire cela, mais ça redonne vie à l'intelligence. Le deuxième lieu, c'est la prière, pour ceux qui prient. Normalement, quand on prie, on ferme les yeux pour se recueillir. Mais quelqu'un qui est hypersensible, lorsqu'il ferme les yeux pour se recueillir et prier, il part dans un imaginaire, il perd la présence au réel, et dans un imaginaire pieux qui lui fait croire qu'il prie, qui lui donne l'illusion de prier, mais en réalité il ne prie plus du tout, parce qu'il est dans un imaginaire pieux. Et donc pour prier, il vaut mieux rester les yeux ouverts. Ça aide à être éveillé dans l'intelligence. Au début, c'est très désagréable parce qu'on a l'impression de ne pas être recueilli. Mais en réalité, en persévérant dans la prière, les yeux ouverts, on va découvrir une nouvelle intériorité qui est beaucoup plus profonde, qui est celle de l'esprit, même en ayant les yeux ouverts. Cependant, quand on prie les yeux ouverts, il faut se garder de fixer trop longtemps son crucifix, son icône ou quelque chose un objet religieux. Parce que, comme nous l'avons dit, le regard fixe éveille l'imaginaire qui est médiumnique et donc fait partir. Donc il faut prier les yeux ouverts, mais sans fixer trop longtemps la réalité qui nous aide à prier. Il faut changer son regard de temps en temps. Le troisième lieu, ce sont les rencontres personnelles. Les rencontres personnelles sont fusionnelles chez un médium. Et pour éviter la fusion, il faut mettre du recul intérieurement avec la personne qu'on écoute et qui se confie dans ses problèmes, dans ses difficultés. Et l'on peut dire intérieurement, ces problèmes, ce sont ses problèmes, ce ne sont pas les miens, je n'ai rien à voir avec ça. Et ceci n'est pas contraire à la charité fraternelle pour le chrétien, parce que la charité fraternelle, elle est d'abord spirituelle, tandis que chez un médium, elle est d'abord sensible. C'est-à-dire, il va compatir sensiblement à la souffrance de l'autre, et cette compassion sensible n'est plus chrétienne si la compassion spirituelle ne domine pas. La compassion spirituelle, c'est de prier pour la personne qui se confie à nous, c'est de lui donner des conseils, de lui donner des adresses pour qu'elle s'en sorte, de la revoir pour voir comment elle évolue, mais sans rien ressentir. Et voilà ici un signal d'alarme qu'on peut donner au médium ou à l'hypersensible, c'est que dès qu'il ressent une réalité,
dès qu'il ressent un objet ou une personne, physiquement, un ressenti physique, il n'est plus dans son intelligence. Donc ça doit être le signal d'alarme, et il doit se dire « il faut que je revienne au réel ». Le quatrième lieu, c'est la décision. Normalement, un médium prend ses décisions au feeling, ce qui est très mauvais. Il faut qu'il les prenne dorénavant avec l'intelligence, en réfléchissant sur ce qui est bon pour lui, ce qui est son bien, et non pas ce qu'il ressent comme bon, parce que son ressenti peut le tromper. Et nous verrons que le démon peut intervenir pour tromper le ressenti du médium. Il peut lui très bien, il a le pouvoir angélique, de lui faire ressentir bon ce qui est mauvais et mauvais ce qui est bon. Ordinairement, le démon ne le fait pas chez un médium parce qu'il veut que le médium ait confiance dans ce type de discernement au feeling. Donc il se garde bien de le tromper dans son ressenti. Parce que le démon a un accès à l'imaginaire, mais pas du tout à l'intelligence. Ayant accès à l'imaginaire, il a aussi accès au ressenti de la personne. Et donc, il peut savoir à l'avance ce qu'un médium va faire puisqu'il prend ses décisions au feeling. Et que fait le démon? Il va mettre des entraves de vie, des blocages. Si bien que quelqu'un qui est hypersensible au médium aura l'impression que sa vie, elle est bloquée de tous les côtés. Il a des entraves de tous les côtés qui sont absolument anormaux. Pire que cela, non seulement le démon peut tromper le ressenti du médium, mais il peut donc, non seulement il le ressent, pardon, mais il peut le tromper, le ressenti du médium, lui faire ressentir bon ce qui est mauvais et mauvais ce qui est bon. Il ne le fait pas ordinairement, mais lorsque cela vaut le coup, il le fait. Par exemple, pour une décision importante, par exemple pour ces demoiselles, elles rencontrent un garçon, elles se posent la question, est-ce que ça ne serait pas l'homme de leur vie? Si elle est médium ou hypersensible, le démon va tromper le ressenti pour lui faire contracter une alliance, un mariage par exemple, qui sera un enfer. Donc il faut prendre ses décisions et discerner les choses avec l'intelligence et non pas au feeling. Cinquième lieu où le médium se fait avoir, c'est la nature. Un médium aime beaucoup la nature pour la raison que nous avons dite. Et du coup, il aime se promener dans la nature. Le problème, c'est que, en se promenant dans la nature, il va pomper les énergies de la nature, qui sont bonnes, parce que la nature est créée par Dieu, et en cela, exercer sa médiumnité. Donc il faut qu'il fasse attention, se promenant dans la nature, de se gendarmer, et de maintenir la présence au réel, et non pas de se dire « Ah, je suis tellement bien dans la nature », et il se laisse aller. Et à ce moment-là, il fait fonctionner sa médiumnité, et du coup la développe. Il y aurait ici beaucoup de choses à dire parce que en chacun d'entre nous, il y a un élément de la nature qui domine, soit l'air, l'eau, le feu ou la terre, qui sont des principes, bien sûr, ce n'est pas la flamme du feu. Et lorsque le médium se retrouve en face de l'élément qui domine en lui, sa médiumnité s'ouvre et se développe sans qu'il s'en rende compte. Et donc il faut qu'il soit très attentif à être présent à ce qu'il voit, à la nature qu'il observe. Le sixième lieu, ce sont les images. Un médium est très hypnotisé par les images. Et donc il faut qu'il fasse attention à la télévision, l'écran d'ordinateur, le cinéma qui ne sont pas très bons pour lui. Même lorsqu'il lit ses mails sur l'ordinateur, à cause de l'écran, il s'agit d'une image, bien qu'il lise des textes. Et donc il faut éviter de regarder des images trop longtemps. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut plus regarder la télévision ou son ordinateur, mais il faut qu'il fasse des petites stations devant l'écran et qu'il regarde autre chose au bout de 10-15 secondes pour qu'il ne soit pas hypnotisé par l'image. Ceux qui sont médiums ou hypersensibles voient très bien de quoi je parle. Et enfin, le dernier lieu, le septième lieu, c'est, après les images, c'est le réveil du matin. Lorsqu'un médium se réveille le matin, il y a une espèce de nébuleuse le matin où il a du mal à émerger. En fait, c'est l'intelligence qui n'arrive pas à prendre le dessus sur l'imaginaire. Et donc, il faut court-circuiter cette période de demi-sommeil en se réveillant tout de suite, ne pas traîner au lit. Le demi-sommeil est très mauvais parce que c'est l'imaginaire qui se développe. Et donc, le matin, il vaut mieux faire quelques mouvements de gymnastique ou asperger son visage d'eau froide, ce qui réveille plus vite. Et donc, en se réveillant le matin, l'aspect
de la nébuleuse disparaît plus vite, alors que la nébuleuse risque bien de développer la médiumnité. Voilà donc les 7 lieux où il faut que le médium soit particulièrement attentif s'il veut perdre la médiumnité. Il ne suffit pas de faire les thérapies que j'ai indiquées, parce que dans la vie de tous les jours, ces 7 lieux vont redévelopper la médiumnité. Et donc il est très nécessaire d'y être très attentif. Voilà, nous en avons terminé maintenant avec ce qu'était la porte ouverte de la médiumnité. Nous passerons dans les enseignements suivants aux 2 dernières portes ouvertes qui sont les moins fréquentes dans les personnes, mais je les signalerai quand même. À bientôt donc.